Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le président de la République se rend aujourd'hui dans un lycée professionnel. Est-ce un domaine où l'inclusion des personnes handicapées est encore à promouvoir ? Oui, je crois. Les lycées professionnels sont des lieux de formation absolument essentiels et le président de la République souhaite vraiment développer l'enseignement professionnel afin de le rendre plus efficace et surtout qu'il intéresse plus de jeunes. Et bien entendu que nous devons être attentifs à ce qu'il soit accessible aux jeunes en situation de handicap. C'est-à-dire des machines équipées, des accès facilités, c'est de l'argent à mettre, c'est des bâtiments à refaire ? Alors bien entendu, il y a l'accessibilité au sens des équipements, des bâtiments, toutes ces choses-là qui en général sont réalisées ou sont en cours de réalisation. Mais c'est l'état d'esprit surtout. Mais c'est l'accessibilité aussi de l'enseignement avec des pédagogies adaptées si c'est nécessaire et puis avec effectivement des outils particuliers pour les personnes en situation de handicap qui leur permettent de suivre l'enseignement avec leur handicap. Est-ce que la rentrée scolaire et universitaire a été aussi inclusive que vous le souhaitiez ? Elle a été inclusive, alors ce n'est jamais assez, puisqu'il y a toujours des familles qui se plaignent de ne pas avoir de solution. Beaucoup. Ce qui est une réalité. Peu par rapport au nombre d'enfants inclus dans les écoles. 430 000 enfants en situation de handicap qui sont rentrés, qui ont fait leur rentrée scolaire. C'est quand même considérable. Mais quelques milliers qui, eux, n'ont pas de place. Et quelques centaines qui n'ont peut-être pas de solution. Donc, bien entendu qu'il faut que nous poursuivions. Et ces personnes-là, d'ailleurs, et ces parents-là, ils sont, moi je leur conseille vraiment, il y a un numéro unique, le 0800 805, je sais voilà, plus, on va le retrouver, vous allez le retrouver, et qui leur permet d'appeler sur une plateforme pour trouver une solution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ambition, c'est de laisser personne sans réponse. Les choses se mettent en route progressivement. De plus en plus d'enfants sont inclus dans les écoles et je pense que c'est à la fois fort pour l'éducation nationale, qui doit recevoir tous les enfants, parce que chaque enfant a droit à une éducation. Et puis, important pour les familles aussi, de pouvoir sentir que leur enfant a un accès à l'éducation et à l'école avec tous les autres enfants. Est-ce que nous manquons toujours de personnel pour accompagner les élèves handicapés qui ont besoin d'être assistés ? Alors, aujourd'hui, dans cette rentrée, il y a eu 4000 AESH, ce sont des assistants d'éducation pour ces enfants handicapés, supplémentaires par rapport à l'année d'avant. Donc nous en sommes à plus de 130 000 AESH. Il manque peut-être des AESH. Ce qui est certain, c'est que la réflexion doit être dans l'évaluation. Est-ce que chaque enfant avec un handicap a besoin d'un AESH ? Non. Il y a une palette d'outils, c'est-à-dire il faut pour certains un matériel spécifique, il faut pour d'autres une pédagogie spécifique. Enfin, pour certains, il faut effectivement un accompagnement humain. Donc c'est tout cela qui est à considérer dans son ensemble et que nous avons à décliner à chaque rentrée scolaire, ce qui est un véritable challenge pour l'éducation nationale qui est en charge de cette mise en œuvre tous les ans. On engage une procédure de validation des acquis pour les personnes qui aident des proches, notamment des personnes très âgées. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour ceux qui aident des handicapés ? Absolument. Enfin, ça vient d'être proposé par le ministre du Travail. C'est que les validations des acquis de l'expérience puissent être accessibles aux personnes aidantes, donc aidant les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées et aux proches aidants, afin que l'expérience qu'ils ont accumulée en étant au contact et au chevet ou en proximité de leurs parents en situation de handicap ou de dépendance, leur donne un diplôme, puissent compter effectivement dans l'obtention potentielle d'un diplôme. Il faut mettre les compétences avant les incapacités, avez-vous dit. Nous sommes en période de pénurie d'emploi, sans cynisme aucun. Est-ce que ça n'aide pas les handicapés à rentrer dans le marché du travail ? Mais je crois qu'il faut les aider, parce que c'est leur souhait. Leur souhait, c'est d'être inclus dans la vie de la société. Et le travail fait partie de la vie de la société. Donc oui, on a trop souvent et trop longtemps vu le handicap comme une incapacité.
Moi, je pense qu'il faut évaluer les compétences de chaque personne en situation de handicap et je peux vous assurer qu'ils en ont beaucoup. Elles en ont beaucoup. Leurs compétences, les évaluer, adapter des formations par rapport à ces compétences et aux besoins du marché du travail et leur permettre d'avoir un accès à l'emploi. Est-ce que le Conseil national de la refondation peut vous aider à faire progresser la cause des handicapés ? Le handicap et les handicapés, le sujet du handicap est transversal. Il est dans toutes nos politiques, donc pour tous les ministères. Et avec Jean-Christophe Combe, nous veillons à ce que justement chacun de nos collègues s'empare de cette politique dans tout ce qu'il met en œuvre. Alors bien entendu que ce sera également un sujet. Et d'ailleurs, les personnes en situation de handicap sont représentées dans ce Conseil national de la refondation parce que leur sujet est transversal mais doit être traité également. Alors l'allocation adulte handicapé sera déconjugalisée, ça a été voté, mais pourquoi attendre presque 1 an encore pour l'appliquer cette mesure ? On ne se rend pas bien compte, mais il y a souvent des contingences à la fois des contingences juridiques et des contingences techniques. Actuellement, nous sommes en ordre de bataille pour mettre en œuvre un décret. Ce décret doit paraître fin décembre. Pourquoi il faut tant de temps pour mettre en œuvre et écrire un décret ? Tout simplement parce que si nous appliquons la déconjugalisation comme elle a été brutalement, votée brutalement, il y a 45 000 personnes qui sont perdantes. Elles vont gagner moins avec cette déconjugalisation. Absolument. Donc c'est un biais important. Donc nous devons adapter ce décret afin que justement, alors c'est très technique, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je vous avoue que c'est très très technique, mais l'objectif politique c'est que personne ne perde, qu'il n'y ait que des personnes qui puissent rentrer dans le système, mais pas des personnes qui en sortent à cause de cette loi. Donc nous travaillons sur ce décret qui paraîtra vers le milieu du mois de décembre. Et ensuite, il faut une mise en œuvre par la caisse d'allocation familiale et qui doit construire une architecture numérique afin de pouvoir mettre en œuvre cette AAH déconjugalisée. Et ça demande à la caisse d'allocation familiale de complètement d'inventer, on va dire, un système numérique différent par rapport à celui qu'il a actuellement, parce que toutes les prestations de la caisse d'allocation familiale tiennent compte des revenus de la famille. La fin de vie fera l'objet d'une convention citoyenne, c'est le souhait du président de la République. Pour certains handicapés très lourds, renoncer à l'existence peut être une volonté. Les personnes handicapées vont être concernées par ce débat. On se souvient bien sûr de l'affaire dite Vincent Imbert. Écoutez, aujourd'hui nous en sommes à un comité d'éthique qui va remettre son rapport au président de la République. Le président de la République doit mettre en œuvre une consultation citoyenne et puis de toutes les parties prenantes, je crois, qui devrait durer 6 mois. Et je crois que le président de la République s'exprimera aujourd'hui là-dessus. Donc je ne vais pas faire d'annonce avant lui, bien sûr, parce que je n'ai pas les annonces qu'il va faire. Mais bien sûr que c'est un sujet qui concerne les personnes en situation de handicap. Vous, au fond de vous-même, vous vous dites la loi Claes-Leonetti est suffisante ou vous vous dites le moment est venu de la faire évoluer ? Moi, je crois qu'il faut écouter la société. Il faut écouter les personnes en situation de handicap, il faut écouter ceux qui parlent d'éthique, c'est important. Il faut écouter la société. Je crois que cette convention citoyenne est un bon moment pour que chacun puisse, dans son intimité, se faire une idée. La loi Leonetti, elle a le mérite d'exister et elle n'a pas toujours été appliquée au niveau auquel elle aurait dû être appliquée. Un référendum sur ce sujet, c'est envisagé, le président l'a confié hier à des journalistes, c'est au peuple de trancher à terme ? C'est un sujet de société, pourquoi pas, bien sûr. Autre sujet de société, les retraites. Les retraites seront déficitaires dans quelques années, analyse le Conseil d'orientation des retraites. Est-ce qu'il faut néanmoins précipiter la réforme ? On évoque la loi de finances de sécurité sociale de cet automne pour faire passer des mesures. Est-ce que ce n'est pas mettre le feu aux poudres syndicales ? Je ne sais pas s'il faut précipiter les choses, mais depuis le temps que j'entends parler de réforme des retraites, on ne précipite rien. Visiblement, on est dans un mur budgétaire. Donc je crois qu'un jour, il faudra prendre des décisions qui soient des décisions courageuses et collectives, avec peut-être 2 objectifs. Le premier, c'est qu'on ne touche pas aux pensions de retraite.
Et le deuxième, c'est qu'on ne crée pas d'impôts supplémentaires. Donc le travail, il faudra certainement travailler plus longtemps. Je crois que c'est du bon sens et que ça, tout le monde le comprend. Après, quel est le bon moment? Je ne suis pas en capacité de vous le dire. Mais il faut en parler tout de suite. Il faut en parler. Le MoDem est vigilant sur ce sujet depuis des années, comme il l'est sur les comptes publics en général. Eh bien, oui, les comptes publics, c'est quand même un sujet essentiel. Bien sûr, on a bien vu avec le Covid, la dépense publique a beaucoup augmenté. Mais heureusement que nous avons porté les mesures qui ont été portées pour soutenir l'économie française et soutenir les Français pendant la période Covid. Là, nous avons l'inflation, donc encore des soutiens. Mais il est certain que le déficit public est à terme et à long terme quelque chose à regarder comme inquiétant. Et qu'il nous faut traiter avec le plus grand sérieux. Donc voilà, mais il me semble que les Français comprennent ça. La majorité présidentielle se réorganise. Renaissance, le nouveau nom du parti LREM, va être lancé là en fin de semaine. Est-ce que le MoDem est à l'aise dans cette majorité présidentielle? Je crois. Il me semble que le MoDem est un vrai pilier de la majorité. L'a été pendant 5 ans en tout cas. Le reste, et le restera. Avec sa spécificité, avec son ancrage local, avec ses élus. Mais oui, le MoDem est vraiment un pilier fort de cette majorité, il va le rester. Ce qui empêche la majorité de pencher trop à droite, peut-être. Au fond de moi-même, quand je regarde évoluer les choses, je me dis trop à droite, trop à gauche. Bon, on est au centre. Nous sommes tous au centre, du centre gauche au centre droit, et le MoDem est bien à sa place dans cette majorité. Une France qui reste à peu près centriste, dans une Europe qui, elle, va vers la droite la plus dure. On l'a vu en Suède hier, on le verra en Italie bientôt. On voit l'inquiétude des peuples qui se traduit, le désarroi un petit peu des peuples, qui se traduit par cette montée, effectivement, de l'extrême droite, des nationalismes. Oui, moi je trouve tout cela inquiétant. Nous portons des valeurs humanistes qu'il nous semble important de continuer à promouvoir. Est-ce qu'au MoDem, la réflexion s'ouvre sur l'après François Bayrou? Non. Il est là, il est capitaine du bateau et on n'est pas dans la guerre de succession, contrairement à beaucoup de familles politiques. Nous ne sommes pas dans la guerre de succession. Vous savez, au MoDem, en fait, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres partis parce que je ne les ai pas fréquentés de l'intérieur. Mais au MoDem, une chose est sûre, c'est que la parole est libre. C'est que chacun peut s'exprimer et que chacun est entendu, considéré, et tout ça me paraît absolument essentiel. Donc c'est vraiment un parti formidable. Geneviève Darrieussecq, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et demain matin à 7h45, votre invité sera Pierre Jouvet, porte-parole du Parti socialiste.